C'est à moi de vous remercier. Je suis très touché d'être ici. J'ai un peu connu Elie Wiesel, probablement moins que vous. Et je suis attentivement les programmes et je vois qu'il y a toujours des choses passionnantes. Parfois, j'ai peu de temps ou un peu l'appareil de ressortir, mais je pense que maintenant que j'ai trouvé le chemin, je viendrai plus souvent. Donc j'ai voulu un peu parler de cette nouvelle école historique polonaise parce que je suis une des co-éditrices d'un ouvrage qui vient de paraître à CNRS Éditions qui s'appelle Les Polonais et la Shoah et qui est les actes d'une colloque que nous avons tenu au Collège de France et à l'École des hautes études en sciences sociales à la fin du mois de février de 2019. C'est un exploit de publier des actes de colloque, surtout quand la moitié sont en polonais, donc il faut les traduire, en aussi peu de temps. Et si la chose a été possible, c'est parce que chacun d'entre nous, chacun des intervenants au colloque, qu'il soit français, polonais ou d'autres nationalités, a senti que c'était tout à la fois une nécessité scientifique et civique, et que l'éditeur CNRS Éditions a aussi fait de gros efforts pour publier très vite. Mais je vais revenir un petit peu en arrière et revenir à l'année 2005. 2005, c'est l'année où est commémoré le 60e anniversaire de l'ouverture des camps d'Auschwitz. C'est une année bénie pour l'histoire et pour la mémoire de la Shoah. En 2005, s'est tenue, le 27 janvier 2005, s'est tenue une commémoration sans pareil. Tous les chefs d'État européens ou les chefs de gouvernement étaient présents. Comme d'habitude, Vladimir Poutine, qui représentait les libérateurs soviétiques, a pris la parole, ainsi que Simone Veil pour représenter les morts et l'infime partie des survivants juifs, Romani Rose pour les tziganes et pour les prisonniers politiques polonais, un homme qui s'appelait Władysław Bartoszewski, dont je reparlerai tout à l'heure. Et c'est en quelque sorte la fin d'une période tout à fait exceptionnelle qui a commencé avec la chute du mur, donc il y a 30 ans aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, on a célébré la chute du mur de Berlin, le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Qu'est-ce qui s'est passé après la chute du mur de Berlin? D'abord, il y a eu cette illusion qu'on avait changé de période, que c'était ce que l'Américain Fukuyama avait appelé la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'était pas que l'histoire n'allait pas continuer, c'était l'idée que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y avait en lutte deux systèmes, le système communiste pour aller vite, autoritaire, et le système démocratique, libéral en économie, et que la chute du mur montrait le triomphe de la démocratie, et qu'on allait rentrer dans une période bénie où il n'y aurait plus de par le monde que la démocratie, le libéralisme économique et les droits de l'homme. Et dans cette conjoncture, tout ce qui concernait la Shoah est devenu excessivement important. D'abord, la question des biens. C'est à la fin des années 80, début des années 90, qui est apparu comme question internationale et comme question de diplomatie, ça n'existait pas avant,
la question des biens spoliés. Les plus anciens se souviennent de la question des banques suisses qui avaient conservé par devers elles des avoirs qui appartenaient à des juifs qui avaient été assassinés. On se rappelle de tous les scandales autour des tableaux qui avaient été pillés. L'histoire des tableaux pillés est une histoire, à mon avis, sans fin. On n'en sortira jamais, parce que les tableaux réapparaissent de façon inopinée ici ou là. Et la question est venue aussi en France, après le fameux discours de Jacques Chirac, qui reconnaissait les responsabilités de la France dans sa complicité avec le nazisme et dans la déportation des Juifs, avec la mise sur pied d'une mission d'études sur la spoliation des biens des Juifs de France, à qui j'ai eu l'honneur de participer. Donc, sujet international, avec 3 grandes conférences, une qui portait sur les questions de l'or, qui s'est tenue à Londres en 1997, une qui portait sur les assurances et les œuvres d'art, qui s'est tenue à Washington en 1998, au siècle dernier. Et c'est lors de cette conférence de Washington qu'Elie Wiesel, qui avait été l'homme de la construction du grand mémorial de l'Holocauste de Washington, a pris la parole et a dit qu'il n'est pas possible de laisser transformer la Shoah uniquement en une question d'argent, de spoliation des biens, de banque. C'est une question morale, c'est une question d'éducation. Et c'est à la suite de cette intervention d'Elie Wiesel qu'a eu lieu la 3e grande conférence qui s'est tenue en 2000 à Stockholm. Cette conférence, ça a été une conférence avec aussi les premiers ministres ou les chefs de gouvernement du monde entier. Il y avait Tony Blair, il y avait Lionel Jospin qui représentait la France, et Pierre Moscovici qui est à l'époque son secrétaire d'État aux affaires européennes, il y avait Ehud Barak pour Israël, enfin bref, il y avait tout le monde. On était dans une période, il faut se rappeler, parce que parfois on a l'impression que c'est le Moyen-Âge, on était dans une période où il était question des PECO, P-E-C-O, les pays d'Europe centrale et orientale, comme la Pologne, comme la Tchéquie, la Slovaquie, comme la Hongrie, qui n'avaient qu'un rêve, c'était d'entrer dans l'Europe. Et à la conférence de Stockholm, il a beaucoup été discuté pour savoir si les questions liées à la Shoah devaient être considérées comme des critères d'entrée dans l'Europe. Finalement, la chose a été abandonnée, mais tous les pays présents ont signé une déclaration de Stockholm, déclaration en 8 points, que vous trouverez sur Internet, on trouve tout sur Internet. Vous trouvez les comptes rendus de la conférence de Washington de 98, et vous trouvez les comptes rendus de ce qui s'est dit à Stockholm, et de la déclaration en 8 points, qui est excessivement importante. Cette déclaration, elle disait donc un certain nombre de choses, mais je ne cite que quelques points. Il fallait promouvoir le souvenir et la recherche sur l'Holocauste. Si vous voulez, on reviendra sur la question des termes, génocide, Holocauste, Shoah ultérieurement. Il fallait jeter la lumière sur les zones d'ombre de l'Holocauste, notamment en prenant les mesures nécessaires à l'ouverture des archives. Car on ne peut écrire l'histoire si on n'a pas les archives, et une des caractéristiques de l'absence de démocratie, c'est l'absence d'ouverture des archives et l'absence d'accès de chacun à ces archives. Les pays qui ont signé
la déclaration de Stockholm, se sont organisés. Et ils ont créé une Task Force for Holocaust Education, à laquelle ont adhéré petit à petit la plupart des pays d'Europe, Israël, bien évidemment, les États-Unis aussi. Cette Task Force for Holocaust Education, donc une organisation internationale, s'est occupée de l'éducation, de fournir d'aider à l'écriture de manuels et d'encourager la recherche. Elle s'est transformée en 2012, donc il y a très peu d'années, en IRA. Donc il faut que vous écoutiez bien, vous écoutez si vous avez envie d'écouter, hein. Mais c'est très important pour le débat qui se déroule aujourd'hui et qui va se dérouler demain. Donc la Task Force for Holocaust Education, créée à Stockholm, devient en 2012 l'IRA, International Holocaust Remembrance Alliance, qui s'occupe des mêmes choses que la Task Force et qui s'occupe d'encourager le travail historique. Mais c'est cette organisation qui a fourni une définition du sionisme comme antisémitisme, qui est la base de la résolution qui sera discutée demain à la Chambre des députés. Donc c'est bien de voir un peu comment, historiquement, ces choses-là se sont organisées. Et la France est représentée à l'IRA, bien évidemment. Elle est représentée notamment par notre ambassadeur en charge des droits de l'homme, qui s'appelle François Croquette, et elle est représentée aussi par la personne qui est à la tête de la DICRA, qui est une organisation en charge de la lutte contre toutes les discriminations, hein, LGBT, racisme, antisémitisme, qui s'appelle le préfet Potier, qui a publié cet après-midi un article dans Le Monde pour expliquer quelle était cette définition, pour expliquer que l'Union européenne s'était ralliée à cette définition, une définition qui n'est pas contraignante et qui n'a pas de conséquences judiciaires. Mais en même temps, c'est cet encouragement qui a permis aux pays qui étaient derrière ce qu'on a appelé le rideau de fer, aux anciennes démocraties populaires qui sont rentrées les unes après les autres dans l'Europe, de faire un travail de mémoire et un travail d'histoire. Ce travail, nous, gens, nous, je veux dire nous, quand je dis nous, je me mets dedans, en avons été à la fois les témoins et les acteurs. Nous, ça a été d'abord quelqu'un qui s'appelle Potel, Jean, je ne me trompe pas de prénom, Jean-Yves Potel. Potel a été attaché culturel en Pologne au début des années 2000. Et Potel avait une grande idée qui était que pour que la Pologne devienne vraiment démocratique, il fallait qu'elle se réconcilie avec ses juifs, ou ceux qui en restaient, avec sa mémoire juive, et il fallait donc que les juifs aussi se réconcilient avec la Pologne. Et il a monté, il a donné de l'argent, il a été le maître d'œuvre d'ateliers franco-polonais, un qui s'est tenu à Lublin et un qui s'est tenu à Paris, à la Sorbonne, et nous y avons, Jean-Charles Chourek et moi-même, œuvré. Et ces ateliers, où étaient présents des collègues historiens polonais et des collègues français, ont débouché sur un très grand colloque qui s'est tenu en 2005, en janvier 2005, 10 jours avant la commémoration, à la BNF. Ce colloque, il a été ouvert par une soirée spéciale où étaient présentes, où on parlait Simone Veil et Bartoszewski. On les retrouvera 10 jours plus tard
à Birkenau au moment de la commémoration. Deux mots, Simone Veil, je ne vais pas dire deux mots de Simone Veil, hein, tout le monde sait très bien qui elle était. Bartoszewski, lui, avait été un résistant polonais qui avait été interné à Auschwitz, où il y a eu d'abord, avant 1942, avant que ça devienne le lieu de la destruction des Juifs d'Europe, un camp de concentration pour hommes polonais. Il avait été un des fondateurs d'une petite organisation de résistance qui s'appelait Djegota. Djegota, c'était une petite organisation de résistance qui rassemblait des Juifs et des Polonais. Parmi les Juifs, c'était surtout des Juifs qui appartenaient au mouvement socialiste juif qui s'appelait le Bund, et dont l'objectif était de sauver des Juifs en leur procurant des faux papiers et de l'argent pour qu'ils puissent se planquer. Et Djegota a effectivement sauvé un certain nombre de Juifs. Il a refait de la prison au moment de la Pologne dite populaire, et il a été pendant un temps le ministre des Affaires étrangères de la Pologne devenue démocratique, après la chute du mur. Et il a été un des tout premiers à être élevé par Yad Vashem à la dignité de juste parmi les nations. C'est donc une très belle figure. Donc c'est lui, avec Simone Veil, qui ont ouvert ce colloque. Et nous avons clos le colloque, et pour moi c'est un très grand souvenir, par une conférence faite à l'UFF nationale par Marek Edelman. Marek Edelman, c'était un bundiste aussi. Il avait représenté le Bund à l'état-major de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Il était ensuite resté en Pologne, où il était devenu, dans la ville de Lodz, un très grand cardiologue. Il avait été extrêmement actif dans les rangs de Solidarność, qui est le grand mouvement syndical au départ qui a fait basculer la Pologne. Et c'est lui qui est donc venu parler de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Vous voyez que ça avait été un colloque important. Mais surtout, les historiens polonais sont venus, et ces historiens polonais en étaient à leur début. C'était le début du travail historique fait par ces femmes et ces hommes qui étaient à l'époque relativement jeunes. Alors, ce n'était pas le tout début du travail. La Pologne a comme caractéristique d'avoir été un pays où 10% de la population était juive. Dans le ghetto de Varsovie, un historien qui s'appelait Immanuel Ringelblum avait organisé l'archivage de la documentation, et à partir des archives Ringelblum avait été créé un institut historique juif qui, avec le Centre de documentation juive contemporaine à Paris, a été un des premiers instituts dédiés à l'Holocauste, à la Shoah. Et ils avaient aussi recueilli à peu près 7000 témoignages de survivants tout de suite après la guerre. Et cet institut faisait cas un cas un peu de recherche, une recherche qui n'était pas honteuse d'ailleurs, mais qui était quand même très limitée par le pouvoir politique communiste. La nouvelle génération de chercheurs, c'est une génération qui doit beaucoup au travail d'un homme qui s'appelle Jan Gross. Pour rendre hommage à son travail, au caractère pionnier et à la sorte de révolution qu'il a causée, nous avons fait ouvrir le colloque par une grande conférence inaugurale au Collège de France. C'était important. Notre colloque, qui est resté totalement scientifique, entre guillemets, dans la mesure où l'histoire est une science, hein, c'est un autre débat. Donc il n'y a eu rien qui n'était pas conforme aux critères académiques. Ça n'empêche que pour nous, ce colloque était
politique aussi. Et le caractère politique, c'était de faire parler Yann Gross au Collège de France, de façon à ce que 3 grandes institutions de recherche françaises et d'enseignement, le Collège de France, l'École des hautes études en sciences sociales et le CNRS, soient le soutien de nos collègues polonais. Et Jan Gross, et on a demandé à Jan Gross de nous faire une conférence qui était sur son itinéraire. On l'a appelé, je ne voudrais pas dire de sottises en juillet, itinéraire d'un historien de la Shoah en Pologne. Et c'est très intéressant de reprendre son itinéraire. Donc il fait partie des baby-boomers, de ceux nés après la guerre. Et il dit qu'il a grandi, qu'il a été, notamment au lycée, dans une période où c'était un peu plus libéral. C'était pas la période de la Seconde Guerre mondiale. C'était plus la période de ce qu'on appelle parfois le second stalinisme, c'est-à-dire la période où tout était étouffé. Donc ces jeunes gens, il était très ami avec Adam Michnik, ces jeunes gens étaient contestataires. Et ils ont contesté avec beaucoup d'énergie et de joie. Quand on a 20 ans et qu'on conteste, on est en général joyeux. Jusqu'au moment où les choses se sont gâtées, après 1967. 1967, tout le monde le sait, c'est la guerre des 6 jours. Et c'est dans le même moment la rupture des relations diplomatiques entre tous les pays du bloc de l'Est et l'État d'Israël. Et en Pologne commence un moment antisémite parce que, d'après les services de renseignement polonais, les Juifs qui restaient en Pologne, si peu nombreux, auraient soutenu Israël. Alors quand je dis les Juifs si peu nombreux, je vais donner quelques chiffres. 3 250 000 Juifs en Pologne en 1939, 250 000 Juifs en Pologne en 1945. Sur ces 250 000, 200 000 qui ont passé la guerre déportés par les soviétiques en Asie centrale, notamment au Kazakhstan ou en Sibérie, et qui ont pu rentrer à la fin de la guerre, et quelques dizaines de milliers, entre 30 et 50 000, qui ont survécu en Pologne. Vous vous rendez compte, 30 à 50 000 Juifs seulement qui ont survécu sur le territoire de la Pologne. Et commence en mars 1968 ce que les Polonais appellent les événements de mars. Les événements de 68 pour les Polonais, c'est les événements de mars, qui est la chasse à ces jeunes gens et leur emprisonnement et leur expulsion, parfois pour ceux qui sont les plus importants, en les privant de la nationalité polonaise. Gross, lui, est condamné à 5 mois de prison, il purge 5 mois de prison, et il a une mère qui n'est pas juive, qui a été une grande résistante, qui a été mariée une première fois à un juif résistant qui a été assassiné pendant la guerre après une délation, et qui a épousé pour la seconde fois un homme juif, et qui, elle, dit « Je ne veux pas avoir mon fils en prison. Et je ne veux pas, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, sans quoi elle n'avait pas tort, et elle organise le départ aux États-Unis de ce fils unique, Yann, de son mari, de son fils. Ils avaient déjà de la famille aux États-Unis. Donc ils partent aux États-Unis et Jan Gross perd sa nationalité polonaise, il devient américain et il devient un universitaire américain. Il fait une première thèse, la société polonaise sous occupation allemande, puis un deuxième travail de recherche sur
l'histoire des marges orientales de la Pologne, de l'Ukraine et de la Biélorussie, qui ont eu pour caractéristique d'être sous domination soviétique entre 1939 et enfin entre septembre 1939 et juin 1941. Car vous savez que le 23 août 1939 est signé un pacte germano-soviétique et que ce pacte germano-soviétique comporte des clauses secrètes. Et parmi les clauses secrètes, il y a la récupération par l'Union soviétique d'un certain nombre de territoires que l'Union soviétique avait perdus après la révolution bolchevique, de territoires qui appartenaient à l'Empire tsariste, que l'Union soviétique avait perdu et qu'elle récupère, partie orientale de la Pologne, un bout de la Bessarabie, enfin bon, un certain nombre de territoires. Donc c'est là-dessus qu'il travaille. Et dans ses travaux, il ne parle pas des Juifs. Il n'a aucun souvenir, il dit, à cette époque-là, dans la Pologne communiste, on sortait très peu, on n'allait pas notamment discuter dans les restaurants, donc il y avait des gens qui venaient à la maison, sa mère était une femme d'une grande intelligence, et il dit jamais il a été question des Juifs, ni à la maison, enfin, de la façon dont les Polonais étaient comportés avec les Juifs, ni dans ces deux travaux. Alors, j'ai envie de faire un parallèle rapide, parce que de faire un petit parallèle avec la France. 1979, grand colloque sur Vichy à Sciences Po, publié, pas un mot sur la question des Juifs. 1979, on est sous Giscard, et inauguré la première exposition française à Auschwitz. Dans le règlement du musée mémorial d'Auschwitz, il y a la possibilité pour les pays qui ont eu des déportés à Auschwitz d'avoir des pavillons. Donc il y a un pavillon français. Première exposition. Qui est la personnalité mise en majesté dans cette exposition? C'est Daniel Casanova, la jeune dame du Parti communiste. Daniel Casanova a fait partie de ce petit convoi de 230 femmes communistes, femmes de fusiliers, Maï Politzer, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Charlotte Delbo, immense écrivaine, qui, pour des raisons qu'on n'a jamais réussi à éclairer, n'ont pas été envoyées à Ravensbrück, mais ont été envoyées à Auschwitz. Donc, si l'exposition de 1979 ne cache pas, grâce au jeune historien qui s'appelait Marco, qui est un historien de Besançon, qui était tout jeune à l'époque, donc ça ne cache pas qu'il y a eu des Juifs, mais on met en valeur les résistants qui ont été déportés à Auschwitz. Donc vous voyez, on est jusqu'aux années 80, c'était hier, c'est pas il y a un siècle, on a des historiographies des occupations qui sont sans Juifs. Le sort des Juifs, ce n'est pas un sujet. Et ce n'est pas intégré dans les histoires de la résistance, de la collaboration, que ce soit les histoires polonaises ou les histoires juives, et quelle que soit l'origine de ceux qui y travaillent. Les choses changent partout dans les années 80, où on redécouvre les Juifs. Si vous prenez Paxton, ce qu'on a appelé la révolution paxtonienne, la révolution paxtonienne en France, c'est de dire non, Vichy n'a pas été un bouclier, Vichy a été néfaste pour la France. Si vous regardez Paxton, il y a à peine un petit chapitre sur les Juifs. Le premier livre, j'excède bien évidemment les travaux du Centre de conservation juive contemporaine, mais le premier livre qui est édité par un éditeur ayant pignon sur rue et qui parle de la question des Juifs, c'est le travail de Klarsfeld, Vichy-Auschwitz, pratiquement suivi ou pratiquement synchrone par le second livre
de Paxton, qu'il écrit avec un historien canadien qui avait fait sa thèse sur les Juifs en France à la période de l'affaire Dreyfus et qui s'appelle Michael Marus. C'est donc le livre de Marus et Paxton. On est à la fin des années 80. Et c'est le moment où, en Pologne, Jan Gross commence à se gratter la tête et à se dire « Je n'ai pas parlé du tout des Juifs, qu'est-ce qu'il en est ?» Et à ce moment-là, Jan Gross va... Alors, à ce moment-là, on est après 89. Ça veut dire qu'il peut revenir en Pologne. Avant, il ne peut pas revenir en Pologne, il n'est plus polonais, il a fait de la prison. Il vient en Pologne et il commence à regarder les témoignages dont je vous ai parlé, qui ont été recueillis par l'Institut historique juif. Et il tombe sur un témoignage qui le bouleverse, qui est un témoignage d'un homme qui était dans une petite ville de la partie orientale de la Pologne qui s'appelle Jedwabne et qui raconte comment en juillet 1941, les nazis sont déjà là, mais avant même que les nazis aient bougé le petit doigt contre les juifs, la population de Jedwabne assassine les juifs de la ville. Et en 2000, Jan Gross publie un livre qui fait un bruit considérable en Pologne, qui s'appelle Les voisins. Ça vient d'être réédité en poche, aux belles lettres. Il a été publié très vite en France chez Fayard, ça n'a pas beaucoup intéressé les Français, mais il vient d'être réédité. Et c'est Jan Gross qui va déclencher toute cette curiosité pour savoir qu'ont fait les Polonais pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que la Pologne est totalement innocente ou est-ce qu'il y a eu des actes de collaboration de Polonais avec les nazis pour l'extermination des Juifs? Alors je fais tout de suite, pour pas que vous alliez me dénoncer au gouvernement polonais après la séance, c'est les nazis qui sont responsables de la destruction des Juifs d'Europe. Sans les nazis, il n'y aurait pas eu la destruction des Juifs d'Europe. Ce sont les nazis qui ont installé sur le territoire d'une Pologne qui avait cessé d'exister les 6 centres de mise à mort que sont Belzec, Sobibor, Renno à côté de Lodz, Treblinka, Majdanek et Birkenau, tout sur le territoire polonais. Mais ce sont des centres de mise à mort nazis. Ce ne sont pas des camps polonais, ce sont des camps nazis. Ce qui n'empêche pas de se pencher sur la façon, sur le comportement des Polonais. En 2003 est créé un centre tout entier dédié à l'Holocauste, dont la responsable est une femme qui s'appelle Barbara Engelking. Et ce centre publie une revue régulièrement et un certain nombre d'ouvrages qui sont dus à ces chercheurs. Et ce sont ces chercheurs qui sont venus à Paris quand nous avons fait le colloque de 2005. Et ce colloque a fait l'objet d'un livre collectif collectif que j'ai co-dirigé avec Jean-Charles Chaubec, qui s'appelait Juifs et Polonais, 1939, 2006 ou 2007, l'année où l'ouvrage a été publié. Ces chercheurs ont continué à travailler, bénéficiant de l'ouverture des archives et bénéficiant aussi d'un statut académique. Ils sont payés. Enfin, ils sont payés, ils ne sont pas payés, ce sont des chercheurs ou des universitaires
qui sont payés pour leur travail de chercheur ou d'universitaire par l'État polonais, exactement comme les enseignants et les chercheurs sont payés en France. Et leur travail considérable touche à plusieurs domaines. J'ai cité l'un d'entre eux qui s'appelle Jan Grabowski, qui lui enseigne l'histoire coloniale à l'université d'Ottawa, mais qui est polonais, qui a écrit un livre sur ce qu'on appelle les Smalsowniks. Les Smalsowniks, c'est les maîtres chanteurs qui se retrouvaient autour du ghetto de Varsovie et qui reconnaissaient les Juifs au faciès. Il est en train de terminer un livre sur ce qu'on appelle les Bleus, la police bleue, c'est-à-dire sur la police polonaise. Et toute cette équipe, 9 chercheurs, parmi eux Jean-Charles Chourek, ont fait une grande étude qui s'appelle Plus loin, c'est encore la nuit, sur ce qui s'est passé dans les campagnes polonaises après 1942. Jusqu'à l'été 1942, des Juifs qui se cachent sont généralement protégés contre de l'argent, mais ils sont protégés par leurs voisins polonais, généralement protégés par leurs voisins polonais. Juillet 1942, c'est partout en Europe le moment des grandes déportations. 16 juillet 1942, la rafle du Veldiv, vous le savez, début 20, 21, 22, 23 juillet, la grande déportation, le début de la grande action du ghetto de Varsovie, où plus de 300 000 Juifs sont déportés très rapidement vers le centre de mise à mort de Treblinka. C'est donc la période, alors entre mars, liquidation du ghetto de Cracovie, enfin vous avez tout un calendrier et toute une géographie qui fait que c'est quand même au printemps et au début de l'été 1942 que les nazis assassinent par le gaz des centaines et des centaines de milliers de Juifs. Et cet assassinat massif par les nazis joue comme une levée d'un interdit dans la population polonaise. Et à partir de ce moment-là commence une troisième phase de l'histoire polonaise. Les historiens polonais disent qu'il y a eu en Pologne 3 phases. La première phase, c'est la mise en ghetto, tout de suite, quand les nazis rentrent en Pologne. La deuxième phase, c'est celle de la destruction qui est synchrone avec la déportation de Juifs d'autres territoires. Et la troisième phase, c'est ce que Grabowski a appelé la chasse aux Juifs. Et là, pour 3 fois rien, 1 litre de vodka, du sel, un peu d'argent, les Polonais dénoncent les Juifs à la police polonaise ou aux antennes de la Gestapo ou les assassinent. Vous avez peut-être vu le film Ida. Ida, c'est un film qui résume bien cette situation. La famille cache le petit garçon et la petite fille qui sont protégés jusqu'en 1942, où les Juifs sont assassinés à la hache. Le petit garçon est assassiné et la petite fille est déposée sur le seuil d'un presbytère. Donc on a cette chasse aux Juifs et cet énorme volume qui, en Pologne, a suscité énormément de polémiques. Quelle période, s'il vous plaît? Entre la parution du livre. Non, cette chasse aux Juifs. Cette chasse aux Juifs entre l'été 1942 et la fin de la guerre. Voilà. Et on estime, alors on se base sur les chiffres, mais on estime quand même à environ 200 000 le nombre de Juifs tués. Donc le très petit nombre de Juifs ayant survécu
ont survécu malgré les nazis et malgré les Polonais. Tout ça se fait avec une sorte de tranquillité des chercheurs de ce centre d'études de l'Holocauste, avec aussi quelques autres chercheurs. Je vais citer l'anthropologue Johanna Tokaska-Bakir, qui a écrit un gros livre sur les crimes de sang et qui vient de publier un gros livre aussi sur le pogrom de Kielce. Car l'histoire ne s'arrête pas avec la fin de la guerre. Les rares juifs qui veulent rentrer sont victimes d'assassinats individuels, de petits pogroms et d'un grand pogrom qui a lieu en 1946 dans une ville qui s'appelle Kielce. Et ce qui est stupéfiant, c'est l'origine de ce pogrom. Il y a un petit garçon qui a fugué et la rumeur commence à courir que le petit garçon a été assassiné par des juifs qui veulent mélanger son sang au parasime de la Pâque. 1946. Donc cette chose moyenâgeuse ressurgit. Malgré tout, les chercheurs peuvent travailler jusqu'à il y a 3 ans. Il y a 3 ans, arrive au pouvoir le parti qui s'appelle Droit et Justice. Le parti Droit et Justice, c'est un parti nationaliste, un parti de droit, et il commence à légiférer contre ces chercheurs. Toute personne mettant en cause la nation polonaise peut être jugée, condamnée à 3 mois de prison et condamnée au civil à des amendes considérables. Cette loi polonaise a fait un tollé, et notamment en Israël et aux États-Unis, pays qui importent au gouvernement polonais. Si bien qu'ils ont, je vais aller un peu vite là, si bien qu'ils ont modifié la loi, mais la loi reste valable au pénal. Et des poursuites ont été engagées contre un certain nombre de chercheurs. Jan Gross. Les poursuites viennent d'être abandonnées. Jan Gross avait déclaré que les Polonais avaient tué plus de Juifs pendant la guerre que d'Allemands. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. D'un point de vue strictement comptable, la chose s'avère exacte. D'un point de vue comptable. Si bien qu'il a été poursuivi pour ça, et il y a un non-lieu parce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas prouver qu'il avait dit quelque chose de faux. Mais à l'heure actuelle, Jan Grabowski est l'objet d'un procès en Pologne. Donc l'affaire n'est pas arrêtée. Dans ce contexte-là, et je vais terminer par cela, dans ce contexte-là, nous avons donc décidé que, étant ce qu'on était, c'est-à-dire des historiens, avec seulement un pouvoir, qui était de faire venir nos collègues polonais ici. Donc on a organisé ce magnifique colloque qui s'est tenu à l'EHESS je suis en train de rechercher un papier que je ne trouve plus, qui s'est tenu donc à l'EHESS à la fin du mois de février. Et là, il s'est passé quelque chose que de ma vie je n'avais jamais vu. Le colloque a été perturbé par une trentaine de Polonais, dont un prêtre en soutane, qui a, bon, je ne retrouve plus la liste qui, chaque fois qu'un Polonais parlait, faisait soit le signe comme ça, à mort, soit ce signe-là, qui est le signe que faisaient les paysans dans Shoah. Je n'ai pas trouvé ma liste de...
La presse polonaise. Donc le colloque a été perturbé comme on n'a jamais perturbé un colloque. Le président de l'HESS a d'ailleurs porté plainte et le ministre chargé de la recherche a transmis ses protestations à son homologue polonais, lequel n'a pas répondu. La presse, ce qui a rendu les Polonais, l'extrême droite polonaise, folle, c'est le lieu où on a tenu le colloque. On a tenu le colloque dans une enceinte universitaire française. On aurait tenu le colloque dans un centre communautaire ou dans une organisation juive au centre Hachi ou autre, ça les aurait moins gênés. Et c'est devenu la conférence de Paris. Et jour après jour, la presse polonaise a publié des articles. Un article, comment reconnaître un juif, avec la photo de Jan Gross. Des accusations. À la conférence de Paris s'est tenu un sabbat anti-polonais. Il n'y avait pas un Français dans la salle, on parlait yiddish. Il y a des gens qui auraient bien aimé avoir tout un amphithéâtre qui parle yiddish. Donc quelque chose d'absolument inouï. Et notre réponse, c'est ce livre, c'est notre réparation, d'abord pour affirmer que le colloque s'est bien tenu et pour montrer que nos collègues sont des historiens qui ne font que leur travail d'historien. Et je vais arrêter là pour laisser la place à un débat. Est-ce que l'antisionisme a également cours en Pologne par rapport à l'antisémitisme? Eh bien, ma réponse, c'est un, que je n'en sais rien, et deux, ça serait plutôt non. Ça serait, il demande si l'antisionisme comme antisémitisme a cours en Pologne. Alors, l'antisionisme comme antisémitisme, c'est une invention des pays communistes. C'est une invention des pays communistes et c'est une invention qu'on peut dater exactement. Antisioniste, ça ne veut rien dire. Le Bund était antisioniste. Les Juifs, une partie des Harédis sont antisionistes. Les Satmars sont antisionistes. Donc, être contre la création de l'État d'Israël, ça a été quelque chose de très partagé par les Juifs avant la Shoah, et ça reste, et il y a un certain nombre, notamment dans les milieux religieux, qui disent il faut attendre la venue du Messie, c'est sacrilège d'aller en Eretz Israël avant la venue du Messie. Donc c'est ça l'antisionisme, normalement. Donc on peut être tranquillement antisioniste au sens propre du terme avant la guerre. Après la guerre, rappelez-vous quand même que l'État d'Israël a été créé grâce notamment à la voix de l'Union soviétique et des pays satellites à l'ONU. Et rappelez-vous peut-être aussi que parmi ceux qui ont fourni des armes, parmi les filières qui ont fourni des armes pendant la guerre d'indépendance, beaucoup, elles venaient de Tchécoslovaquie, pour la plupart. Or, à un moment donné, il a été décidé à la fois de rompre les relations avec Israël, de remettre au goût du jour l'antisémitisme en Union soviétique. C'est le procès des écrivains Peretz Markis, Bertelson, Lossowski, qui était un vieux syndicaliste à la tête presque à la tête du comité juif antifasciste. C'est l'assassinat de Mirholz. Donc on est dans une phase antisémite. Et à partir de ce moment-là, l'antisionisme, le sionisme devient synonyme de juif, et ça apparaît à la face du monde avec un procès très fameux, qui est le procès de 14 dirigeants communistes de Tchécoslovaquie, à la tête Rudolf Slansky. Sur les 14, 11 sont juifs, ils sont pratiquement tous exécutés.
Et ils sont accusés d'être des sionismes bourgeois à la solde de je ne sais trop quel impérialisme. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que sioniste et juif, c'est égal en Union soviétique. Et si vous lisez, comment 52 de protestance. Et on le connaît bien en France parce qu'il y en a un qui était juif, même si son identité juive n'était pas flamboyante, enfin il l'était quand même, qui était Arthur London. Et Arthur London, j'ai toujours qu'il faut faire un peu de mishparatologie, hein, c'est très utile aussi en histoire, les familles. Arthur London a été marié avec Lise Ricol. Et la sœur de Lise Ricol était la femme de Raymond Guyot, qui était un des dirigeants du Parti communiste français. Et les dirigeants du Parti communiste français ont fait vraiment des pieds et des mains pour sauver la tête de London. London, qui avait été un grand résistant de la main-d'œuvre immigrée en France pendant la guerre, qui était retourné, comme beaucoup d'autres, construire le socialisme dans son pays natal. Et donc London a sauvé sa tête, il a fini par être libéré, a rentré en France, il a écrit un livre qui s'appelle L'Aveu, et Costa Gavras a fait un film qui s'appelle L'Aveu, où Yves Montand joue le rôle d'Arthur London, et Simone Signoret le rôle de sa femme, de Lise Ricol. Donc, c'est comme ça qu'on le connaît en France, hein, de façon populaire. Mais c'est un procès très important. Donc c'est là que ça a commencé. Et puis ça s'est épanoui, d'ailleurs, des 6 jours, enfin c'était... si vous voulez, les relations entre le monde communiste et Israël ont toujours été un peu difficiles. Hein. Si l'Union soviétique a tellement soutenu la création de l'État d'Israël, c'est qu'il espérait bien remplacer les Britanniques dans la région. C'était aussi pour des raisons de géopolitique. Voilà. Alors aujourd'hui, pourquoi s'encombrer de... Si vous voulez, quand on dit sioniste à la place de juif, c'est parce que quand on traite de juif, c'est soumis à la loi. Donc quand on traite Finkielkraut de sale sioniste de merde, c'est parce qu'on ne peut pas le traiter autrement. En Pologne, on traite sans problème. Donc on n'a pas besoin de cacher. L'article de la presse extrême droite, c'est pas comment reconnaître un sioniste, c'est comment reconnaître un juif. Voilà pourquoi je dirais que c'est pas important pour la Pologne. Et puis, jusqu'à cet épisode qui a fait un clash entre Israël et la Pologne était très pro-israélienne, comme la Hongrie d'Israël de Netanyahou. Et le sommet de Visegrad, c'est-à-dire des 4 pays, Hongrie, Pologne, Tchéquie, il en manque un, c'est la Slovaquie peut-être, je ne suis pas sûr que c'est la Slovaquie. Enfin, les 4 pays, ce sommet devait se tenir en Israël. Et à cause de cette loi qui a beaucoup énervé les Israéliens, et surtout les gens d'Yad Vashem, qui ont été les vents debout, alors que Netanyahou aurait bien aimé un peu arranger les choses, le sommet ne s'est pas tenu. Mais on n'a pas besoin d'être antisioniste en Israël, en Pologne. On peut tranquillement être antisémite. Comment ? Non, c'est... je regrette de ne pas retrouver le papier où j'avais collationné tous les... Ah bah attendez, il est peut-être tombé dans mon sac, je regarde. Mais ce qui est fascinant, et en même temps terriblement angoissant, c'est de voir que malgré tout le travail qui a été fait, parce que le travail de nos collègues a été admirable, et qu'il s'est aussi accompagné localement de gens qui ont voulu, par exemple à Lublin, qui ont voulu marquer, redessiner le ghetto de Lublin. Enfin, il y a eu tout un mouvement en Pologne de redécouverte du passé juif. C'est de voir que tout ça est balayé, et surtout
de voir comment la stéréotypie antisémite est quasiment intacte. Le crime de sang. Quand on dit, on parlait yiddish à l'EHESS, il n'y avait pas de français, ça veut dire que les juifs sont des étrangers. Ça veut dire que les gens qui étaient dans la salle ne peuvent être que des étrangers puisqu'ils parlent yiddish. Donc le juif reste un étranger. On recommence à parler du complot juif et ça n'a jamais cessé en Pologne. Vous savez, on vendait toujours des petites statuettes avec des gens en habit de racine avec une petite pièce d'or. Bon, donc, mais de voir comment on n'arrive pas à éradiquer ces stéréotypes dans un pays où il n'y a pas de juifs. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelques milliers de juifs en Pologne. Est-ce qu'on sait le nombre de personnes qui ont été tuées après donc, la libération? C'est des pogroms Alors, après Yann Gross avait écrit un bouquin qui s'appelle La peur et qui revient sur l'après-guerre. Il lui donne un chiffre de 2000. Peut-être que le chiffre est exagéré, mais en tout cas quelques centaines, c'est sûr. Mais c'est pas la même chose. Enfin, qui tuer quelques centaines ou un millier de juifs quand vous avez 30 000 survivants, à peu près, ça n'a pas la même signification. Enfin, ça a une signification très violente. Quoi. De pogrom, Pas forcément de pogrom, des gens assassinés dans les... je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence de Rachel Hertel. Non, ceux qui ont assisté. Rachel Hertel, elle fait partie, bon, elle est petite fille, hein, elle fait partie de ces juifs de l'Est de la Pologne qui ont été déportés au Kazakhstan. Donc elle a survécu avec sa mère au Kazakhstan. Et ils sont rentrés donc en Pologne après. Et elle raconte que quand ils voyageaient en train, qu'elle était blonde, hein, on change parfois de couleur de cheveux, et que sa mère, qui avait, d'après les Polonais, un type sémite, dans le train, sa mère la faisait voyager à part pour qu'elle ne risque rien. Et il y a eu des gens assassinés dans les trains, enfin un peu partout. Un peu partout. Oui, monsieur. Oui, je voulais vous poser une question. Moi, j'ai vécu de près les années 2000-2005. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on s'est fait rouler dans la farine, quoi? Je me rappelle des déclarations d'ambassadeurs de Pologne en France. Bartoszewski, j'étais au Conseil international de Juifs, il était profondément pro-juif. Est-ce que ces gens étaient sincères? Moi, je me pose une question. Alors, Bartoszewski, sans aucun doute. C'est-à-dire que toute la vie de Bartoszewski... Piotr Czelinski, par exemple. Alors, Piotr Czelinski, c'est un ami. Bon, alors... non, mais ça ne m'empêche pas de parler. Hein. Comment... Alors, voilà. Piotr Czelinski, c'est l'actuel directeur du musée d'Auschwitz. Il vient de cette... Si vous voulez, la Pologne, c'est comme partout. Tout le monde n'est pas pareil. On ne peut pas dire tous les Polonais. Piotr Czelinski, il vient de ce petit courant, comme Bartoszewski, qui était un courant démocratique, qui a été persécuté pendant la période polonaise et qui a accompagné la démocratisation de la Pologne. Bon. Il a été élevé en France, parce que vous le connaissez aussi. Il a fait ses études à Strasbourg parce qu'il a été élevé en France, parce que ses parents étaient contraints à l'exil, parce qu'ils étaient des opposants. Et effectivement, ce sont les personnes qui ont construit les débuts de la Pologne démocratique. Et puis ça a tourné autrement. Mais le PiS est au pouvoir, mais il n'y a pas 100% de Polonais qui votent pour le PiS, qui votent pour droit et justice. Donc, nos collègues polonais, Barbara Engelking, Paweł Leoczak, Joanna Tokarska-Bakir,
Aucun de cela n'est juif. Grabowski l'est un peu, mais les autres ne sont pas juifs. Donc, je pense qu'ils sont sincères. On ne sait pas faire rouler dans la farine. Les ambassadeurs qui étaient en mer. Oui, mais ils ont été virés, tout cela. Ils ont été virés. Il y a eu un changement de personnel politique. Et comment vous répondre? On arrive à un âge où on a des... Enfin, moi, j'arrive à un âge, je ne veux pas entraîner tout le monde dans ma vieillesse, où on a soi-même des souvenirs politiques. Moi, je me souviens de la chute du mur. Et je m'en souviens d'autant plus que tout à fait par accident, j'ai passé ce Noël-là à Berlin. Ce qui n'était pas prévu. Enfin, mon Noël à Berlin était prévu, mais la chute du mur n'était pas prévue. Et je me rappelle de l'euphorie qui a été la nôtre. Je me rappelle vraiment de notre euphorie. Là, on commémore les 30 ans et qu'est-ce qu'on nous dit? La réunification, ça a été en fait l'annexion de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest. Tout le monde crache aujourd'hui sur ce moment qu'on a vécu, nous, comme un moment d'euphorie. Donc je pense que c'est juste l'histoire qui charrie le meilleur et le pire, et que là, on est dans une phase historique qui est une phase de retour des nationalismes. Ça, c'est inouï quand même. Quand on se rend compte de tous les efforts qu'ont fait ces pays pour rentrer dans l'Europe, pour construire une Europe qui a malgré tout, et je n'oublie pas la Yougoslavie, mais a quand même assuré la paix. Quand on voit puisque vous étiez vous allez de temps en temps en Pologne aussi, quand on voit le développement économique de la Pologne, c'est extraordinaire. Vous prenez un TER en Pologne pour aller de Varsovie à Lodz, on aimerait bien avoir des TER comme ça ici. Donc il y a un développement incroyable. Et ils deviennent nationalistes. Et en même temps, tous les nationalistes charrient toujours de l'antisémitisme. Homophobe, misogyne. Donc comment peut-on... On est sur un retour en arrière. Alors la question qu'on se pose, c'est pas est-ce qu'on s'est fait avoir, mais la question qu'on se pose et qui est une vraie question qui nous tourmente, et j'ai entendu Serge Schwarzfeld se la poser aussi, c'est, voilà, on arrive dans les années 80. Comme je vous l'ai dit, on ne parle pas de la Shoah dans l'espace public et très peu d'historiographie. Serge Schwarzfeld est le pionnier des pionniers. Des gens comme moi ont été aussi un peu différemment, pas dans l'espace public comme lui, mais je fais mes livres. Et quand on me le demande, je vais aller dans les lycées, enfin je fais tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on me demande de faire. On a réussi, c'est-à-dire qu'on a installé la Shoah dans l'écriture de l'histoire, dans l'espace public. Et là, qu'est-ce qui se passe? On l'a fait en pensant que c'était bien de le faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça produit aussi de l'antisémitisme, qui serait peut-être produit autrement, mais ça produit de l'antisémitisme. Je vais vous donner un exemple. Très simple, parce qu'il est partout. Il y a aujourd'hui dans le monde, 18 millions de juifs. 18 millions de juifs. C'est une ville chinoise, ou une ville d'Amérique latine. 18 millions de juifs. À peu près le même chiffre, à 1 million près peut-être, un petit peu plus, qu'en 1939. Ça veut dire que la destruction de plus de, disons, la destruction d'un tiers de la population juive n'a pas pu être reconstituée depuis. Géographiquement, 60% des juifs vivaient en Europe, dont, je ne sais plus combien, 20% peut-être en Pologne. Le reste, Afrique du Sud,
continent américain, un peu la Palestine. Aujourd'hui, 10% des Juifs vivent en Europe. 10%. Ça veut dire qu'on a moins de 2 millions de Juifs en Europe. Peut-être même 1 seul million. La plus grosse communauté, elle est ici. Grâce à la translation des Juifs d'Afrique du Nord revenus en métropole après les indépendances. Le reste des Juifs vivent soit sur le continent américain, soit en Israël. Ça, c'est la situation démographique. Mais le sujet diplomatique et, politique, c'est la Shoah. Donc tout le monde veut en être. Et dans les dernières semaines, vous avez eu la femme. Alors, on invente l'islamophobie, on crie dans les rues l'islamophobie tue. On ne voit pas tellement, on voit très bien. Bon, je sais pas, ici c'est trop facile de le dire parce que vous allez tous être d'accord avec moi. C'est plus compliqué dans d'autres publics. Mais comment mais on sait bien que c'est l'islam qui tue. Là, on parle du Mali. Le Mali, nos 13 soldats, bon, peut-être que c'est un crash d'hélicoptère, mais pourquoi ils sont au Mali? Tout simplement parce que les djihadistes pourrissent la vie des Maliens. Bon, l'Iran, l'Irak, c'est quand même, si on regarde les morts au nom de l'islam, je ne parle même pas de Boko Haram, ces jeunes filles nigériennes enlevées et faites, on ne préfère même pas imaginer. Donc, et qu'est-ce qu'on fait? On met une étoile jaune. Les gilets jaunes, dans les Vosges, on fait un petit gilet jaune en étoile jaune. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde voudrait être juif tellement on a réussi en termes de mémoire. Et on a oublié que cette réussite en termes de mémoire, elle était quand même sur la destruction, en tout cas, de la civilisation juive de l'Europe centre-orientale. Et du coup, c'est comme si les Juifs étaient privilégiés parce que c'étaient les victimes absolues. Donc tout le monde voudrait être victime absolue. Donc déloger les Juifs de cette place de victime. Et ça pose des questions de se dire, oui, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on ne s'est pas fait avoir, mais on ne peut pas, on ne sait rien de comment va l'histoire. Si on avait dit en 1945 aux survivants, il y aura 200 mémoriaux aux États-Unis, il y aura tous les ans 50 livres d'histoire sur cette question-là, ils auraient dit vous me faites marcher. Il est vrai aussi que, juste une petite chose, je voudrais ajouter que, vous savez, le gouvernement polonais a nommé un ambassadeur auprès des Juifs très vite. Oui. Et moi, j'en ai connu deux, et ça, c'était intéressant. Ah non, je n'ai pas entendu, monsieur. Alors, le gouvernement polonais, ouais. au début démocratique, ouais. a très vite, je crois, a nommé un ambassadeur auprès des Juifs. Oui. J'en ai connu deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur? Ah, si vous voulez, oui. Oui. Je suis Michel Azaria. D'accord. Je suis vice-président de judo espagnol à Auschwitz. D'accord. J'ai connu, je suis séfarade, j'ai été fasciné par la Pologne, par les contacts que j'ai eus avec Auschwitz pour obtenir cette table. Oui. Oui, je me rappelle très très bien, c'est Raïm Vidal Sefia qui... Donc je reviens sur ces deux ambassadeurs, j'en ai deux ambassadeurs d'ailleurs. Ils ont joué un rôle, vous savez. Ils ont joué un rôle pour faire connaître auprès du gouvernement des relations particulières avec les Juifs américains. Parce qu'en même temps, surtout les Juifs américains, ils ont mis beaucoup d'argent dans la... Alors, bon, les choses restent compliquées. Par exemple, il a été construit ce grand musée. Alors, il y a les problèmes d'Auschwitz, qui sont à part.
la grande thématique du PiS de droit et justice, elle est très simple. Elle dit la Pologne est le pays qui a sauvé le plus de juifs, parce qu'il a le plus de juifs parmi les nations. Ce qui est spécieux, parce que si on indexe le nombre de justes aux chiffres des juifs, là, ils ne sont pas si bons que ça. Hein. Bon, donc, tous les Polonais ont été résistants. Tous les Polonais ont été des justes parmi les nations. Et ce sont les Juifs qui ont eux-mêmes, avec les conseils juifs des ghettos, qui se sont assassinés tout seuls, avec les Sonderkommando. Donc, la Pologne est une nation de justes. C'est la thématique actuelle. Et l'idée, c'est de construire à Auschwitz, c'est-à-dire jouxtant le musée, un musée pour les Polonais qui ont aidé les détenus d'Auschwitz. Ce qui n'est pas faux, mais ils ont aidé les détenus polonais d'Auschwitz, pas les détenus juifs d'Auschwitz. Donc Piłsudski, il y a 2 ou 3 ans, il était menacé. Il voulait le virer. Et puis, il a, je pense, des soutiens, notamment dans la partie éclairée de l'Église. Hein, c'est pas monolithique. Et donc, il est resté en poste. Et là, il sera à Lyon, il donne 2 conférences, et il y a un grand dîner en son honneur au consulat polonais de Lyon. Voilà. Ça veut donc dire que c'est pas monolithique. Tous les Polonais, voilà. D'autres questions? Des justes, effectivement, du nombre des justes, est-ce que c'est pas exagéré? Ah non, hein, le nombre des justes, vous savez, les Yad Vashem a des procédures. Oui, oui, oui. Hein, il y a une enquête et tout. Donc, le nombre de justes que donne la Pologne, c'est effectivement le nombre de justes qui ont fait l'objet d'une enquête, d'un dossier, et qui à qui a été accordée la dignité. Donc, c'est pas exagéré. Mais il y a quand même des choses assez amusantes, Dans ce livre-là, il y a un article qui est fait sur une des justes les plus célèbres de Pologne, qui s'appelle Irina Sendlowski, voilà, et qui montre comment on a bidouillé, et avec son accord, comment on a bidouillé son histoire, hein, pour la rendre conforme en entier au discours polonais. C'est qui c'est les Polonais, ils en ont fait une sorte de sainte, ce qu'elle n'était pas. C'était une femme de... Comment je vais vous dire exactement l'article c'est Irena Sendler, une juste revisitée. Voilà, c'est-à-dire qu'on en a fait une sorte de mythe. Pendant des années, tout le monde était dans une indifférence totale. Et après, on a créé une sorte de mythe. Et en regardant ensuite sa biographie par rapport à la biographie officielle, on s'aperçoit qu'il y a des très grands écarts. Mais elle-même, je ne sais pas, il me semble, est-ce qu'elle a elle-même grandi son histoire ou pas? Écoutez, moi j'ai beaucoup, je fréquente malheureusement moins, mais beaucoup les anciens déportés. Depuis les années 80-90, on leur offre les médias, parle aux enfants. Moi, je sais très bien ceux qui gonflent leur histoire et ceux qui restent
dans une histoire plus conforme. Donc la tentation est très forte, vous avez un public, la tentation est très forte de répondre aux attentes du public en étant exactement ce que le public attend de vous. Mais il me semblait dans son cas qu'elle a dit quelque chose du genre, maintenant j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais ça c'est aussi un élément de communication, de dire qu'on n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Mais on a raconté par exemple qu'elle allait chercher les enfants dans l'hôpital, ce qui n'était pas vrai. Enfin, il y a un certain nombre de choses, et à force de le raconter, elle a fini âgée par le croire. Quand on vous dit que vous êtes formidable, vous dites mais non, je ne suis pas formidable, puis à un moment donné, vous dites, s'ils disent que je suis formidable, peut-être que quand même je suis formidable. C'est quelque chose qui est tellement humain. D'autant que les personnes qui atteignent un grand âge, il y a cette crainte que tout le monde a de disparaître, de ne plus être utile. Et là, brusquement, ça vous donne la possibilité de continuer à exister. Mais Lise, si ça vous intéresse, c'est Anna Bicombe qui a fait cet article. C'est une très très bonne journaliste qui avait écrit sur Yves Vanier aussi. Je peux vous poser une question. Est-ce qu'en Pologne ou en Hongrie, il y a aussi un boycott des produits israéliens? Enfin, est-ce qu'il y a une hostilité à Israël? Israël, c'est pas le sujet pour ces pays. Il n'y a pas de boycott. Jusqu'au moment, comme je vous l'ai dit, de cette loi, les relations entre Netanyahou, Orban, c'était des relations qui étaient au mieux. Il n'y a pas de problème. Israël n'est pas un problème. Israël est un problème ici. Enfin, pas Israël, mais c'est un problème ici. Ce n'est pas un problème dans ces pays-là. Du tout. À l'ONU, je vous interromps, à l'ONU, il vote pour Israël. Oui, non, il n'y a pas de problème. C'est pas une question. Il y a un problème avec les Juifs, il n'y a pas de problème avec Israël, avec l'État d'Israël. Il n'y a pas de problème avec qu'est-ce qu'il faut dire, l'ex-premier ministre ou le premier ministre, il n'y a pas de problème. Comment? Pardon? Il est encore le premier ministre. Voilà. Et vous avez entendu ce qui s'est passé sur Amazon? Oui, j'ai vu ça, qu'on vendait des produits de Noël, des décorations de Noël. Ça a été présenté comme partie de la lutte de oui, en fait c'était le corps de Oui, mais vous voyez que notre ami Piotr Tsiviński a tout de suite, et j'aime bien la façon dont il intervient. C'est-à-dire qu'au lieu de monter sur ses grands chevaux, il dit il ne me semble pas pertinent de mettre des guirlandes de Noël avec Auschwitz. Il le fait avec une forme de... Mais il le fait, pour ça, il est vigilant. Mais il faut aussi se dire quelque chose. Et ça fait partie des données qu'il faut avoir en conscience, à la conscience. Nous sommes maintenant à 3 générations de cette histoire. Ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui ont des grands-parents nés après la guerre. Moi, j'ai un petit-fils qui a 20 ans. Mon petit-fils qui a 20 ans, il a ses 4 grands-parents nés après la guerre. Ça veut dire que les transmissions de la guerre, je ne parle pas simplement de la Shoah, mais de la Seconde Guerre mondiale, qui se faisaient dans les familles, normalement, parce que dans la conversation, on évoquait, je ne sais pas quoi, le rationnement, le fait que les femmes se teignaient les jambes parce qu'elles ne pouvaient pas avoir de bas, telle ou telle chose, ou quelqu'un dans les campagnes, le collabo qui avait été exécuté, ou le résistant qui avait été exécuté. Ces choses-là qui faisaient partie de la mémoire vive, parce que c'était des récits qui circulaient dans les familles, c'est fini. Et nous, on voit bien, enfin moi je vois, ça m'arrive encore de parler à des collégiens ou à des lycéens, je vois bien qu'ils sont maintenant loin de cette guerre, et c'est le passage du temps, et on n'y peut rien. C'est-à-dire ces événements s'éloignent, et l'espèce de terreur sacrée qu'on peut avoir,
ça fait partie maintenant de la mémoire culturelle, donc il faut l'expliquer. C'est pas quelque chose qu'on peut envisager que dans l'après-guerre, on ait mis des guirlandes avec Auschwitz. C'est pas pensable. Aujourd'hui, c'est pensable. Il y a quelques années, il y a un film israélien qui s'appelait Auschwitz. Et c'était des jeunes d'Israël qui allaient à Auschwitz. Et donc, c'est un truc d'adolescent. Et je ne sais pas si quelqu'un a vu ce film, mais c'était assez frappant. C'est que, bon, à un moment, donc ils ne sont pas encore à Auschwitz, hein, ils sont en chemin, ils font un d'étape. Et puis, ils sont à une étape, et puis il y en a un garçon et une fille qui vont dans une chambre alors qu'ils devaient être en conférence avec le reste, et puis la prof va les chercher, et elle leur dit, puisque c'est comme ça, vous n'irez pas à Auschwitz. C'est pour dire, voilà, c'est Israël. Mais les jeunes, même les jeunes qu'on emmène en voyage. En 88, j'étais prof au lycée Voltaire. Et le lycée a été choisi, c'était le premier voyage, Congrès juif mondial, éducation nationale. Donc on est parti avec 10 enfants, 10 lycéens, qu'on a tirés au sort, parce que tout le monde voulait y aller, ce qui est normal. À l'époque, j'avais une voiture, je laisse la voiture à Orly, et je reprends et je raccompagne 2 lycéens, dont un qui n'était pas à moi. Mais enfin, ça aurait pu être la même chose. Hein. Un lycéen de Diderot. Il s'assied dans la voiture et il dit « Quelle journée merveilleuse, j'ai eu mon baptême de l'air. » Donc, ce lycéen de 18 ans, 17 ans, il avait pris l'avion pour la première fois de sa vie. Ça compte dans la vie de quelqu'un. Donc, on ne se rend pas compte. Les voyages comme ça, qui durent 2 ou 3 jours, la vodka est très bon marché. Ils sont contents d'être entre eux, ils se sont tirés de chez eux. Parfois, c'est la première fois, ils sont en bande et ils font la fête. Et ils font la fête. Qu'est-ce qu'on va dire de ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a rien à dire. Alors, l'expérience que j'ai eue, moi, sur les lieux, parce qu'on a emmené, dans le dernier poste, on a emmené les étudiants, c'est que spontanément, et moi, j'ai jamais fait de morale, hein, c'est pas mon style. D'abord, je trouve que ça sert à rien, c'est contre-productif, voilà. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que nos étudiants, dont certains d'ailleurs étaient musulmans, je l'ai vu parce qu'ils ne mangeaient pas de porc. On n'a jamais rien dit, mais il suffit de regarder un peu. Nos étudiants sont conduits impeccablement. Il n'y a jamais eu un problème, sans qu'on leur ait jamais dit qu'il fallait qu'ils se tiennent convenablement, spontanément. Maintenant, vous arrivez, je me souviens, donc puisqu'on a évoqué 2005, il y a eu des lycéens de Montreuil qui ont fait une bataille de boules de neige, qui ont été virés du lycée pour ça. Quand vous arriviez en 2005, vous marchiez sur les bouts de pellicule qu'avaient laissés les journalistes. Vous aviez des journalistes dans tous les coins qui se comportaient comme des cochons. Donc comment voulez-vous que les élèves, comment exiger d'élèves qui se comportent s'ils voient les adultes qui se baladent à Auschwitz pour, se disant, faire leur travail de journaliste en se comportant comme ça. Donc on fait peser sur les élèves un truc moral que les adultes ne s'imposent pas à eux-mêmes. Vous avez fait une allusion à la vote de l'Assemblée nationale sur la définition d'antisémitisme. Ouais. Et l'article de Frédéric Potier dans Le Monde, il y a Oui. aussi un article au-dessus, Oui. universitaire, qui recuse cette définition. Alors il y a au-dessus un article, et je suis allé regarder les signatures, Oui, c'est curieuse. Je suis allé regarder sur le site, il y a 100, enfin un peu moins de 200 intellectuels juifs qui s'insurgent contre cette définition. Il y a toujours eu des intellectuels juifs anti-sionistes. Hein. Ce n'est pas une novation. Moi, j'ai fait une interview, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, hein, comme ça. J'ai fait une interview dans Valeurs mutualistes. Valeurs mutualistes, c'est le journal de la MGEN, hein, qui est la mutuelle des enseignants, qui est ma mutuelle et la mutuelle des enseignants. Bon. On me fait faire une interview sur l'antisémitisme et il y a une phrase où je dis, sous couvert
de soutien à la lutte anti-impérialiste des Palestiniens se cache parfois de l'antisémitisme. Moi, je ne cherche pas à être clivante, hein, donc la chose était dite délicatement. Le journal commence à recevoir mail sur mail, des mails de juifs, que des mails de juifs. Alors, le premier, je réponds, le deuxième, je réponds. Puis le troisième, je me rends compte que c'est tout pareil. Alors, je dis à la journaliste qui me transmettait le mail, j'arrête de répondre, ça ne sert à rien, de toute façon, cela me semble concerté. Concerté, j'ai dit. Elle me répond, pas de théorie du complot. Je lui ai dit, je ne vous ai pas dit que c'était un complot, je vous ai dit que c'était concerté. Et si vous voulez, moi je vous fais envoyer 300 mails de gens qui me soutiennent. C'est pas difficile. Bon, j'aime pas ça, ça sert à rien. C'est pas la peine d'avoir l'un contre l'autre. Valeurs mutualiste a été correcte. Le numéro d'après, ils ont fait un encart en défendant mon droit de dire ce que j'avais à dire. Donc, ils n'ont pas dit c'est pas la position d'eux, ils ont fait un encart qui était correct. Mais c'est la première fois que je recevais comme ça des mail sur mail d'insultes, un disant on va la traîner en justice pour racisme. Pour racisme. Voilà, bon. Vous pensez que c'est des mails de juifs? Mais je ne pense pas, j'en suis sûr, je peux même vous donner un nom, quelques noms. Il y avait un dénommé Elbron, qui est le cousin de notre Elbron, qui m'a téléphoné pour m'expliquer qu'effectivement, il était pro-palestinien. J'ai les noms, ils ne se cachent pas. C'était des juifs, et ils disaient « je suis juif, donc comme je suis juif, on ne peut pas m'accuser d'être et c'est inadmissible ».